Bonjour, nous allons faire aujourd'hui le cours sur les AOMI ou les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par un rappel anatomique. Surtout la vascularisation, on va parler de la vascularisation des membres inférieurs. Elle provient de l'aorte abdominale qui elle-même est divisée en aorte cœliaque et aorte sous-rénale. L'aorte cœliaque, elle comprend les artères viscérales, à savoir le transcœliaque, l'artère mésentérique supérieure, les deux artères rénales. Il faut dire que l'artère mésentérique inférieure, elle est plutôt de l'aorte sous-rénale. Donc l'aorte sous-rénale, c'est elle qui va vasculariser les membres inférieurs en donnant l'iliaque commune droite et gauche. L'iliaque commune droite et gauche vont se subdiviser en iliaque externe, c'est elle qui va aller vers le membre inférieur. Les iliaques internes ou les hypogastriques sont destinés à vasculariser les organes de la région pelvienne. Donc l'iliaque externe va au niveau, on regarde la tête fémorale, nous donner l'artère fémorale commune qui va se diviser en artère principale, l'artère fémorale superficielle et une artère fémorale profonde. L'artère fémorale superficielle va se poursuivre derrière le genou par l'artère poplitée. Cette artère poplitée, nous avons tendance à dire l'artère poplitée sus-articulaire, articulaire et sous-articulaire. Elle a trois segments, donc poplitée sus-articulaire, articulaire et sous-articulaire. Donc c'est elle qui va donner les artères de jambe. Ils sont au nombre de 3. L'artère tibiale antérieure, elle va traverser la membrane interosseuse, passer en antérieur et se poursuivre par en regard de la face dorsale du pied par l'artère dorsale du pied ou ce qu'on appelle l'artère pédieuse. La poplitée sous-articulaire nous donne également le tronc tibio-péronnier qui va donner au milieu l'artère péronnière, en postérieur l'artère tibiale postérieure qui va passer en rétromalléolaire interne. Donc si on veut palper le pouls fémoral, ce sera au niveau du scarpa, le pouls poplité au niveau du creux poplité, et puis les pouls distaux, nous avons le pouls pédieux, la face dorsale du pied, et le pouls tibial postérieur en rétromalléolaire. Je reprends le pouls fémoral donc au niveau du scarpa, le pouls poplité au niveau du creux poplité et le pouls pédieux face dorsale et pouls tibial postérieur en rétromalléolaire interne. La paroi artérielle, elle est formée par l'intima media adventice. Cette intima, elle comprend la couche la plus superficielle, elle est formée par l'endothélium et on va voir par la suite son importance. Voici une coupe d'une paroi artérielle normale, de l'intérieur vers l'extérieur, intima, avec l'endothélium. Média, c'est la couche musculaire, et l'adventice, c'est la couche la plus superficielle. Donc, l'AOMI, c'est quoi? C'est une diminution progressive du diamètre ou de la lumière circulante des artères qui sont destinées à vasculariser le membre inférieur. Cette diminution progressive du diamètre ou de la lumière circulante va être à l'origine de la réduction de la perfusion en distalité. Voici une paroi artérielle normale, donc avec un flux normalement qui va passer à plein débit. À ce niveau-là, il y a une plaque, mais qui n'est pas très importante. Mais vous voyez que sur la dernière le dernier schéma de l'artère, vous voyez qu'il y a la plaque d'athérome, généralement, elle est très importante, elle a réduit de façon très significative la lumière artérielle, donc le flux là va être très diminué et ça va entraîner un retentissement en distalité. Sur le plan anatomique, ça peut aller de la simple sténose ou jusqu'à l'obstruction la plus totale. Et ça peut concerner l'aorte, les axes iliaques, la fémorale commune, superficielle, poplité et en distalité, les axes de jambes. Donc, ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par une insuffisance circulatoire en aval. Imaginons que l'artère, c'est une autoroute. Alors, le flux sanguin à ce niveau-là, il est à plein débit. Il arrive au niveau de cette plaque d'athérome. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura une réduction, c'est comme si on avait un barrage, et le flux va donc diminuer. Ce flux en diminuant va entraîner un retentissement, et ce retentissement va être à l'origine donc d'une insuffisance circulatoire en aval des lésions. Comme cette obstruction va se faire de façon progressive, donc on a le temps pour le développement de la circulation collatérale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang va arriver à ce niveau-là, en imaginant que nous avons une obstruction iliaque. Donc, au lieu de passer par l'artère principale, puisqu'elle est bouchée, il va passer par la circulation collatérale pour aller perfuser le membre en distalité. Plus cette circulation est importante, plus le retentissement en aval sera moindre. Moins on a de circulation collatérale et puis le retentissement va être important. Donc nous avons vu que dans 90% des cas, c'est plutôt l'aomie est due à l'athérosclérose. Vous voyez ici l'artère avec la plaque d'athérome et la lumière circulante. Alors, la plaque d'athéromateuse, c'est une infiltration lipidique qui va se faire en sous-endothéliale avec une réaction scléro-hypertrophique de la média et de l'intima qui va être donc à l'origine de rétrécissement de la lumière circulante, pouvant aller de la sténose jusqu'à presque l'obstruction la plus totale. Cette plaque, en vieillissant, elle peut se calcifier secondairement ou bien elle peut s'ulcérer, c'est-à-dire se fracturer. Alors, en se fracturant, nous allons une agrégation plaquettaire, puis la formation de thrombus, qui peut être à l'origine d'une ischémie aiguë, ça veut dire sur une artère, ça peut se boucher sur un mode aigu, et être à l'origine d'une ischémie, ou bien ces microthrombes peuvent migrer en distalité et aller, par exemple, en aval, boucher les axes de jambes, par exemple. Voici schématiquement, par exemple, une plaque d'athérome, elle n'est pas significative, il n'y a pas une sténose significative, le sang passe presque normalement. Là, elle est importante, la réduction de la lumière, et elle peut être à l'origine d'une sténose. Ici, nous avons une ulcération, formation de clous plaquettaires, qui peut être à l'origine d'un arrêt brutal et donc d'une ischémie aiguë sur artère pathologique. Le problème de l'athérosclérose, c'est que l'artériopathie, quand elle touche les membres inférieurs, c'est une maladie diffuse. Il faut voir, elle peut toucher également les artères viscérales à destinée digestive et être à l'origine d'un angor digestif. Elle peut toucher les artères coronaires et être à l'origine d'un IDM. Elle peut toucher les artères à destinée cérébrale et être à l'origine d'un AVC. Quels sont les facteurs de risque? Eh bien, nous avons des facteurs de risque non modifiables sur lesquels on ne peut malheureusement pas agir, tels que l'âge, le sexe, les antécédents personnels et familiaux de la maladie vasculaire. Et puis nous avons des facteurs de risque modifiables. C'est sur ces facteurs de risque que nous allons agir, à savoir tabac, diabète, HTA et dyslipidémie. Pour les symptômes de l'aomie, schématiquement, nous avons 4 stades. C'est ce qu'on appelle les 4 stades de la classification de Lurich et Fontaine. Il y a une autre classification, nous allons en parler plus tard. Pour le stade 1, on n'a pas de symptômes. La seule symptomatologie, c'est on n'a pas de pouls périphérique. Donc c'est un malade qui n'a aucun symptôme, mais quand on l'examine, on n'a pas un pouls périphérique. Donc il est asymptomatique. Pour le stade 2, c'est le stade de claudication intermittente. Cette claudication intermittente, elle est classée en 2A lorsque le périmètre de marche, c'est-à-dire quand le patient peut marcher au-delà de 200 mètres sans ressentir de douleur, et le stade 2B quand il peut marcher moins de 200 mètres en ressentant une douleur. Alors, c'est quoi une claudication? C'est une crampe douloureuse qui va apparaître lorsque le patient commence à marcher pour un certain périmètre de marche. Ça va l'obliger à s'arrêter jusqu'à la disparition de la douleur. Ça peut durer entre 5 et 10 minutes. Et puis, elle réapparaît pour le même périmètre. Voici schématiquement, imaginons que le malade il est en train de marcher sur un terrain plat. Au bout d'une certaine distance, par exemple 300 mètres, il va commencer à ressentir une douleur au niveau du mollet. Ça va l'obliger à s'arrêter pendant environ 10 minutes avant de reprendre la marche. Et pour la même distance, 300 mètres, il va reprendre toujours la douleur au niveau du mollet qui va l'obliger à s'arrêter avant de reprendre. Donc c'est une claudication intermittente puisque 300 mètres, Lurich et Fontaine, donc c'est 2A. Si elle était moins de 200 mètres, imaginons pour 50 mètres, ce sera une claudication 2B. La douleur, lorsqu'elle siège au niveau du mollet, ça traduit qu'il y a un obstacle au niveau de la fémorale superficielle ou poplitée. Lorsqu'elle siège au niveau de la fesse
la cuisse, ça traduit qu'il y a un obstacle en amont, ça veut dire au niveau de l'aorte ou des axes iliaques. Quand est-ce qu'on parle de syndrome de Leriche? Syndrome de Leriche, ça veut dire qu'il y a une obstruction de l'aorte et elle est associée, donc une occlusion du carrefour aortique. Nous n'avons pas les deux poux fémoraux et puis chez l'homme, nous avons une impuissance sexuelle. Nous allons voir ça plus en détail. Syndrome de Leriche, imaginons que nous avons une obstruction de l'artère fémorale, de l'aorte abdominale sous-rénale. Le sang passe par la circulation collatérale, il perfuse les membres inférieurs. À l'état de repos, ça suffit, mais lorsqu'il marche, lorsqu'il fait un effort, donc il demande beaucoup plus de sang, ce qui fait que ça sera insuffisant à perfuser le membre inférieur à l'effort, ça va entraîner donc une douleur. Cette douleur, elle va siéger au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Cliniquement, nous n'aurons pas de peau fémorale, poplité et distaux des deux membres inférieurs. Et chez l'homme, nous aurons une association, ce sera associé à une impuissance sexuelle. Imaginons maintenant un autre cas de claudication, mais cette fois-ci, il a une obstruction de l'axe iliaque droit. L'axe iliaque gauche est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous n'allons pas, il va claudiquer là aussi de la cuisse et de la fesse, mais il n'aura pas de peau fémorale à droite, il n'aura pas de peau poplité, il n'aura pas de peau distale. Peau distaux à gauche, il aura un peau fémoral, il aura un peau poplité et il aura des peaux distaux. Donc, l'aorte, ce n'est pas l'aorte qui est malade, parce que si elle était malade, elle était occluse, nous n'aurions pas eu les deux peaux fémoraux. Puisque nous avons le pouls de l'autre côté, déjà cliniquement, on peut prévoir à peu près la lésion et dire qu'elle siège plutôt au niveau iliaque. Un autre cas de figure, nous avons une obstruction de la fémorale superficielle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À droite, nous allons avoir le pouls fémoral, nous n'allons pas avoir de peau poplité ni distaux. Le malade va claudiquer du mollet. Donc, cliniquement, il va claudiquer du mollet. Le pouls fémoral, il est présent, le pouls poplité est absent et les peaux distaux seront absents. De l'autre côté, imaginons qu'il n'a pas de lésion, il aura un pouls fémoral, un pouls poplité et des peaux distaux. Pour le stade 3, c'est plutôt des douleurs de décubitus. Le stade 3, c'est des douleurs de décubitus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'état de repos, la quantité de sang est insuffisante à perfuser le pied, même le membre, même à l'état de repos. Donc, ça présage déjà de la gravité des symptômes de l'AOMI. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Des fois, le malade, pour calmer la douleur, il aura tendance à mettre le pied en déclivité, le pied pendant. C'est des malades généralement qui dorment assis, le pied en dehors du lit ou bien carrément sur une chaise. Ils ont tendance à dormir carrément sur une chaise. Ils ne supportent pas du tout, mais alors là, du tout, la position couchée. Quand on va examiner le membre, on va trouver un œdème et une érythrose de déclivité. C'est ce qu'on appelle le signe de la chaussette. Le stade 4 de Leriche-Fontaine, il existe des troubles trophiques des membres inférieurs. Ça peut aller de la simple ulcération jusqu'à la gangrène. Et dans ce cas, ça nécessite, parfois, si on n'opère pas, ça peut aller jusqu'à l'amputation. C'est un stade le plus grave de la maladie. Voici une nécrose sèche, une nécrose humide, ulcération. Voici le cas d'un patient qui avait une gangrène du pied avec lésion du talon. Là, ça ne sert absolument à rien du tout d'aller vasculariser le membre parce qu'il est déjà, son pied est complètement atteint et il a terminé ce patient par une amputation jambe. Donc, le problème, c'est que toute personne qui a une artériopathie des membres inférieurs ne passe pas automatiquement par le stade 1, 2, 3 et 4 de Leriche. Le malade peut aller passer directement au stade 3 ou 4. Donc, on n'est pas forcément obligé de faire un stade 1, puis un stade 2, puis un stade 3. On peut d'emblée faire un stade 3 ou 4. L'autre classification qu'on utilise, c'est la classification de Rutherford. Donc, je rappelle, pour la classification de Leriche et Fontaine, le stade 1, ça veut dire asymptomatique. On ne trouve pas de pouls.
Le stade 2, c'est les claudications. 2A, plus de 200 mètres. 2B, moins de 200 mètres. 3, c'est les douleurs de décubitus. Et 4, c'est le trouble trophique. Pour Rutherford, le stade 0, Rutherford 0, asymptomatique. Rutherford 1, c'est claudication large. Rutherford 2, c'est claudication modérée. Rutherford 3, c'est claudication sévère. Rutherford 4, c'est douleur de repos. Rutherford 5, c'est des troubles trophiques mineurs, par exemple des orteils en distalité. 6, c'est des troubles trophiques majeurs, par exemple c'est tout l'avant-pied qui est atteint. Donc, si on compare entre les deux classifications, nous voyons que le stade 2 de Leriche et Fontaine correspond au stade 1, au Rutherford 1, 2, 3. Le stade 3, c'est le stade 4 de Rutherford et le stade 4 de Leriche et Fontaine, c'est Rutherford 5 et 6. Donc, c'est les troubles trophiques qui ont été divisés en mineurs et majeurs avec la classification Rutherford. Pour l'examen clinique, il doit être soigneux, bilatéral, on compare toujours de façon comparative les deux membres et il permet déjà à lui seul de faire le diagnostic, nous avons vu comment. À l'inspection, on doit surtout rechercher des troubles trophiques. Ça peut aller des ulcérations, nécrose, humide ou sèche, ou bien des ulcérations avec une gangrène. On doit aussi examiner, palper les poux. C'est très important, c'est essentiel. On le fait de façon comparative pour voir s'il y a une diminution par rapport au côté contralatéral ou carrément s'il n'y a pas de poux. Et on doit rechercher également la présence d'un anévrisme. Voici le pouls fémoral, pouls poplité, tibial postérieur, pédieux, et on doit rechercher s'il n'y a pas d'anévrisme. Nous devons aussi ausculter l'artère, parce qu'à l'état normal, elle est silencieuse. Quand on a un souffle systolique, ça traduit qu'il y a une sténose. Cette auscultation, elle concerne l'aorte et l'artère fémorale commune. Voici où on doit ausculter. Donc, en sus ombilical, c'est l'aorte. Vous voyez l'ombilique, en sus l'aorte. En sous-ombilical, donc, le trajet des deux artères iliaques. Et au niveau du scarpa, la fémorale commune. Après avoir fait le diagnostic de l'artériopathie, on va apprécier la gravité par la classification de Leriche et Fontaine ou Rutherford. On va faire un bilan d'extension de la maladie parce que nous avons dit qu'elle ne concernait pas uniquement les membres inférieurs, mais elle pouvait atteindre le cœur, le cerveau et les artères digestives. Donc on va rechercher d'autres localisations, que ce soit clinique ou paraclinique. Et nous allons faire aussi une évaluation de la gravité des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, qui surtout tabac, diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie et obésité. Comme examen complémentaire, il y a des explorations fonctionnelles et il y a des explorations morphologiques. Fonctionnelles, ça veut dire on va essayer de voir le retentissement de cette artériopathie en distalité ou sur le membre inférieur. Pour voir ce retentissement, nous avons l'index de pression systolique, le retentissement et la gravité. Donc l'index de pression systolique, l'épreuve d'effort sur tapis roulant et la TCPO2. L'exploration morphologique, ça veut dire on va voir les lésions, le type, la cartographie, comment on peut l'apprécier par l'écho-doppler, l'angioscanner, s'il y a contre-indication, l'angio-IRM et l'artériographie, mais qu'on fait actuellement beaucoup plus dans un but thérapeutique et non pas diagnostique. On va voir comment. Alors, pour l'IPS, l'index de pression systolique, nous allons prendre une pression systolique au niveau du bras. Grâce à une sonde de crayon d'un Doppler, nous allons mesurer la pression systolique au niveau de la cheville. Par exemple, ici, c'est la tibiale postérieure. Et puis, nous allons calculer la pression artérielle systolique cheville sur la pression artérielle systolique bras. Imaginons que nous trouvons au niveau du bras 12, au niveau du membre inférieur 6. Ça prouve qu'il y a un obstacle, que le sang ne circule pas de façon correcte. Il y a quelque chose qui bloque entre l'aorte et les membres inférieurs. Cet index de pression systolique, plus il est bas,
plus ça traduit la gravité de l'atteinte athéromateuse. Normalement, dès qu'il est inférieur à 0,9, ça traduit qu'il y a une obstruction au niveau de l'aorte ou des artères des membres inférieurs. Donc on avait dit, plus il est bas, plus dans ce cas, il y a un problème en distalité. Donc entre 0,9 et 1,3, on considère qu'il est normal. Plus il est bas, il y a un retentissement qui est sévère en distalité. Pour notre patient, nous avons dit 12 au niveau du bras, 6 au niveau des membres inférieurs en distalité. Donc 6 sur 12, ça va nous donner 5. Donc on est presque à ce niveau-là. Donc c'est qu'il y a un retentissement sévère. Quand ça dépasse, quand on prend l'IPS et ça dépasse le 1,3, ça veut dire qu'elles sont incompressibles, elles sont calcifiées et généralement on les retrouve chez les patients diabétiques et les insuffisants rénaux. L'épreuve tapis roulant, c'est surtout pour apprécier la gravité de la claudication intermittente. C'est quoi? C'est qu'on va mettre un malade sur un tapis roulant, on va lui demander de marcher et on va estimer le périmètre de marche. Plus la claudication apparaît précocement, plus elle est sévère. Nous avons dit que moins de 200 mètres de Richer-Fontaine, déjà, elle est considérée comme étant sévère. Pour Rutherford, donc elle peut être moyenne, légère ou serrée. Quand on n'a pas de tapis roulant, qu'est-ce qu'on utilise nous dans notre service de chirurgie vasculaire? Eh bien, nous avons le couloir, nous faisons marcher le malade dans le couloir, nous avons à peu près la distance du couloir. Imaginons par exemple, il fait 1,5 mètre, on demande au malade, ou plutôt de 3 mètres, on demande au malade de faire aller-retour et on calcule donc la distance au bout de laquelle il commence à ressentir la douleur. C'est comme ça qu'on évalue le périmètre de marche. Pour la mesure de la pression transcutanée en oxygène, la TCPO2, c'est des électrodes qu'on va positionner au niveau du dos du pied qui nous permettent de calculer, d'enregistrer la pression partielle en oxygène pour voir la pression partielle en oxygène cutanée. Cette mesure, quand est-ce qu'on l'a fait? C'est surtout pour les stades 3 et 4 pour détecter la sévérité de l'hypoxie tissulaire. L'échodoppler, quant à lui, il va nous montrer plutôt les lésions. Est-ce que c'est une sténose? Est-ce que c'est une oblitération? Il va nous dire le siège, iliaque, fémorale commune, fémorale superficielle, poplité, axe de jambe. Et quel est le retentissement en aval, c'est-à-dire les vitesses du sang en distalité. Voici par exemple une coupe, voici l'appareil d'échodoppler, voici une coupe d'une artère avec un flux sanguin qui est tout à fait normal. Et là, vous voyez que il y a une sténose, donc déjà l'échodoppler, il peut évaluer la sténose, le siège et le retentissement, les flux sanguins. Donc, échographie associée au Doppler pour voir le flux sanguin sur les axes en distalité. L'angioscanner et l'angio-IRM ne se font pas systématiquement. Ce n'est pas dans un but diagnostique. On le fait que si on retient une indication chirurgicale chez le patient. Donc, déjà pour le diagnostic, l'échodoppler, l'examen clinique, ça suffit amplement. Si on envisage d'opérer le malade, c'est à ce moment-là qu'on va faire une angiographie, un angioscanner, ou bien une angio-IRM, c'est-à-dire contre-indication à l'angioscanner. Et l'artériographie, on ne la fait plus dans un but diagnostique. Actuellement, elle est plutôt faite dans un but thérapeutique. Voici l'angio-IRM. Voici, donc vous voyez, l'aorte surrénale, l'axe iliaque droit. À gauche, nous avons une sténose préocclusive, presque une occlusion de l'iliaque commune proximale, l'iliaque externe, l'hypogastrique. Et notre coupe, on voit des sténoses, dont une hyperserrée de l'axe iliaque droit. L'axe iliaque gauche est tout à fait normal. Donc l'aorte, l'axe iliaque gauche, sténose de l'iliaque commune droite, dont une hyperserrée. Et voilà la cartographie, ça veut dire que ça permet de, en fait, quand on voit tous les vaisseaux des deux membres inférieurs avec l'aorte et les artères viscérales. L'angioscanner, la même chose. Vous voyez ici, c'est des calcifications massives
avec une obstruction de tout l'axe iliaque droit. L'axe iliaque gauche est perméable avec les vascularisations des deux membres inférieurs. L'artériographie, une coupe d'artériographie, on l'a fait plutôt au bloc opératoire, dans un à visée diagnostique, plutôt à visée diagnostique et thérapeutique, mais en péropératoire. Vous voyez ici une obstruction de l'axe iliaque avec une sténose hyper serrée de l'axe iliaque contralatéral. Pour le bilan de la maladie, il faut rechercher une autre localisation. Alors, nous avons dit que ça pouvait concerner les artères viscérales. Donc, on fait une échographie de l'aorte abdominale pour voir s'il n'y a pas d'anévrisme. On fait un échodoppler des artères rénales digestives pour voir s'il n'y a pas une sténose à ce niveau-là. On fait un échodoppler des artères à destinée cervicale pour voir s'il n'y a pas de lésion des carotides. On fera un bilan lésionnel des artères coronaires. Ça peut aller de l'ECG jusqu'à des examens plus spécifiques si nécessaire. Le diagnostic différentiel, en fin de compte, c'est un faux problème parce que devant toute symptomatologie des membres inférieurs, il faut éviter de dire que c'est une sciatalgie. Il faut d'abord palper les pouls. En palpant les pouls, si on ne trouve pas de pouls, là, on est sûr qu'il y a une atteinte artérielle. Mais si on trouve des pouls, c'est à ce moment-là qu'on va penser aux autres diagnostics. Donc, devant toute symptomatologie des membres inférieurs, avant d'affirmer une atteinte sciatique ou polynévrite, il faut d'abord palper et ausculter les artères. C'est fondamental. Alors, lorsqu'on a une claudication intermittente et qu'on trouve les pouls, ça veut dire que ce n'est pas d'origine artérielle. Ça peut être d'origine veineuse, une thrombose veineuse profonde, ça peut être d'origine rhumatologique ou ça peut être d'origine neurologique. Quand on a des douleurs de décubitus, on palpe les pouls, on les a. Donc, ce n'est pas artériel. Ça peut être d'origine neuropathie diabétique, polynévrite ou syndrome paranéoplasique. Devant des troubles trophiques, c'est-à-dire quand on a un ulcère, on palpe les pouls, ils sont présents. Ça peut être d'origine variqueux ou bien ça peut être d'origine un mal perforant dans le cadre des neuropathies. Ulcère, mal perforant. Le problème, les complications, nous avons vu, ça peut entraîner une thrombose aiguë. Et ça se traduit par un syndrome d'ischémie aiguë. L'ischémie aiguë sur artère pathologique. Et vous allez voir cela dans le cours des ischémies aiguës. Voilà. Imaginons un thrombus qui peut se former in situ lorsque il y a une ulcération de plaque, une fracture de la plaque, ou bien un embole qui peut venir par exemple du cœur et au regard de la plaque, puisque son diamètre est plus gros, donc il va boucher, il va obstruer l'artère, le sang ne passera plus en aval et on aura une ischémie aiguë sur artère pathologique. Pour le traitement, eh bien, médical, d'abord on va agir sur les facteurs de risque modifiables. Arrêter le tabac, rééquilibrer son régime, il faut équilibrer sa tension artérielle, équilibrer le diabète et une rééducation à la marche. La rééducation à la marche, on l'a fait surtout chez les patients claudiquants où il n'y a pas d'indication opératoire. Pourquoi ? C'est pour développer la circulation collatérale. Le traitement médical, il est basé sur les antiagrégants plaquettaires en long cours. On donne de l'aspirine à dose de 100 à 200 mg par jour. On donne une statine. Et on donne le traitement anticoagulant. On n'a pas d'intérêt en fin de compte, juste dans le cas d'ischémie sévère. Ça veut dire que quand le patient il est au stade 3 et au stade 4. Chirurgicalement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a l'endartériectomie. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est qu'on va désobstruer, on va ouvrir la lumière artérielle et on va enlever la plaque d'adhérent. On peut la fermer sur une plaque, on peut fermer sur un patch plutôt, on peut fermer sur un patch ou bien suturer uniquement l'artère si elle est de gros diamètre. Voici par exemple, on ouvre l'artère, on enlève la plaque et nous avons donc une artère qui est complètement propre, en quelque sorte, puisqu'on a enlevé la plaque, donc un diamètre qui est satisfaisant, correct, et ça peut donc, c'est ce qu'on appelle l'endartériectomie. Chirurgicalement, on peut faire un pontage. Un pontage, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on va court-circuiter
la lésion, ce pontage va aller d'une artère saine vers un axe receveur. Par exemple, imaginons que nous avons ici une lésion, nous allons au niveau fémoral superficiel. Alors, nous allons mettre un pont. Généralement, on utilise la veine saphène. On va court-circuiter cette lésion. Au niveau iliaque, nous avons tendance à utiliser plutôt des prothèses. Voilà, imaginons que nous avons une obstruction de tout l'axe iliaque. Nous allons faire un pontage entre la aorte et la fémorale commune grâce à une prothèse. Donc, le sang va arriver de la aorte, passer par la prothèse et via cette prothèse, il va vasculariser les membres inférieurs. Donc, nous avons court-circuité cette lésion grâce à un pontage qui peut être prothétique ou bien veineux. Pour l'angioplastie, le traitement endovasculaire, c'est là où l'artériographie prend tout son intérêt, c'est-à-dire au bloc opératoire. Nous allons faire une artériographie, ça va nous montrer la lésion. Alors on peut, imaginons que nous avons une sténose, on peut soit la dilater par un ballon, donc nous allons mettre un guide à l'intérieur de l'artère. Sur ce guide, nous allons faire monter un ballon, nous allons le gonfler et plaquer cette plaque d'adhérent. Parfois c'est insuffisant, on est obligé de mettre un stent, c'est comme un ressort qui va permettre de garder l'artère perméable. Voici schématiquement donc le stent qui va pas garder l'artère perméable et qu'on va mettre au niveau de l'artère pour garder son diamètre. Donc, c'est des stents, généralement, ils peuvent être auto-expansibles ou montés sur ballon. Donc là, par exemple, un stent, il est monté sur le ballon, on gonfle, on plaque et on pose le stent, on dégonfle le ballon et on laisse le stent à l'intérieur. Malheureusement, quand le stade est dépassé, au stade de gangrène, le seul traitement, c'est l'amputation. Donc, dans tous les cas, notamment après une angioplastie ou un geste de revascularisation, il faut une surveillance régulière de l'état artériel. Comment elle va se faire cette surveillance? Eh bien, cliniquement par la palpation des pouls et les examens paracliniques, on va faire un examen qui n'est pas invasif, c'est l'échodoppler. Et puis surtout, il faut contrôler les facteurs de risque, notamment les facteurs de risque modifiables. Voilà, le cours est terminé, je vous remercie.